Aujourd'hui, nous étudions une affaire survenue à la fin du 19e siècle. Installez-vous confortablement, nous partons pour l'Australie. En 1899, après la dépression du début des années 1890, l'Australie retrouvait lentement confiance et les entreprises se reconstruisaient. L'économie dépendait surtout de l'agriculture, des petites industries et du réseau ferroviaire reliant villes rurales et grandes cités, facilitant la reprise du commerce. L'une de ces villes rurales était Bradford. Située sur Sunday Creek, à environ 70 km au nord de Melbourne, elle desservait les fermes environnantes, les scieries et la papeterie voisine qui produisaient du carton-paille. Parmi ceux qui y vivaient, il y avait une enfant vive et joyeuse nommée Olivia Rita Jones, mais connue de tous sous le nom de Rita. Âgée de 8 ans, elle vivait chez ses grands-parents, Monsieur Alfred et Madame Elizabeth Temple. Elle vivait avec eux depuis plusieurs années déjà, ce qui lui permettait d'aller à l'école plus facilement. Ses parents vivaient à Willong, en Nouvelle-Galles du Sud, où son père travaillait comme directeur de mine. Noël 1899 venait de passer, et la ville de Bradford était encore calme après les célébrations des fêtes, à 11h30 du matin le mardi 26 décembre. Rita fut envoyée par sa grand-mère acheter des fruits dans une boutique à un demi-mile de chez elle. Rita obéit et alla acheter les fruits à la boutique. Sur le chemin du retour, elle croisa Sarah Brace près de la boutique de Monsieur et Madame Clayton. Les deux filles marchèrent ensemble un moment, passant devant la boucherie Doherty, et, au pont du ruisseau, elles se dirent au revoir et prirent des chemins différents. À 14h, Rita n'était pas rentrée à la maison, et ses grands-parents commencèrent à s'inquiéter. Ils sortirent à sa recherche, parlant avec les voisins et les habitants de la ville, et le sentiment d'inquiétude grandissant commença à se répandre dans la communauté. Des recherches furent menées pendant que les gens fouillaient remises, propriétés abandonnées et campagnes environnantes. Après plusieurs heures sans nouvelles, une jeune femme affirma avoir vu une fillette ressemblant à Rita traverser le pont. La crainte s'est rapidement installée que la fillette ait pu tomber dans Sunday Creek, alors il fut décidé de draguer le ruisseau pour voir si Rita y était effectivement tombée. Les recherches se sont poursuivies tard dans la nuit de mardi et ont repris tôt le mercredi matin. Pourtant, malgré les efforts de la police et des bénévoles, aucune trace de l'enfant n'a été retrouvée. Il est vite apparu qu'en plus de Rita, un homme nommé William Jones, qui n'avait aucun lien de parenté avec elle, avait également disparu. Il était employé par Monsieur E. Doherty. Le boucher local était nouveau dans la région et ne vivait à Bradford que depuis 2 semaines. Cela, combiné à la disparition soudaine de Rita, a rapidement suscité des soupçons. Une fouille minutieuse de sa chambre ainsi que des locaux de Monsieur Doherty a été effectuée, mais rien n'a été découvert pour expliquer son absence ou le relier à l'enfant disparu. Le jeudi 28 décembre, l'agent James de Bradford, l'agent Wright de Tallarook et l'agent Corsi de Kilmore sont revenus pour fouiller plus minutieusement les locaux du boucher et le logement de William Jones. L'endroit où il vivait était autrefois un hôtel et comptait environ 30 chambres, mais la plupart d'entre elles étaient vides. Les agents ont fouillé toutes les chambres, mais rien n'a été trouvé. Ils se sont ensuite rendus dans les dépendances des bouchers, inspectant chaque recoin et chaque zone de stockage à la recherche du moindre indice concernant la jeune fille disparue ou ses affaires. Le dernier endroit qu'ils ont inspecté était un vieux bâtiment en bois délabré qui avait autrefois servi de poulailler. En observant à travers le grillage, l'agent Wright remarqua un tas de foin, dont une partie était d'anormalement haute dans un coin. Il poussa la porte et entra, et en déplaçant le foin, il aperçut un sac à l'intérieur duquel se trouvaient les restes calcinés de la petite fille. Il semblait que l'enfant avait été assassiné dans la cour, puis traîné jusqu'à la chaudière. C'était un grand chaudron en métal normalement utilisé pour faire bouillir les restes d'animaux afin de séparer la graisse des autres parties utilisables. Ce récipient profond et lourd, conçu pour supporter une forte chaleur, donnait un aspect sinistre à la scène. Un tas de chiffons calcinés montrait que le meurtrier avait tenté de brûler le corps sous le chaudron, mais craignant d'être découvert et trouvant la combustion trop lente, il avait retiré le corps, l'avait mis dans un sac, puis l'avait caché dans le poulailler. Le sac de fruits que l'enfant rapportait chez lui a été retrouvé près de la boucherie, où le crime a eu lieu, au centre-ville. Le propriétaire, M. Doherty, n'habitait pas sur les lieux, et seuls 2 employés y travaillaient. L'un d'eux, M. Alfred Wilson, était absent lors du meurtre, et n'est rentré que le matin même. L'autre était William Jones, qui était décrit comme mesurant environ 1,75 m avec un teint clair, des cheveux clairs,
une moustache et de longs favoris. Les policiers sont revenus à la boucherie pour vérifier s'ils avaient raté quelque chose et ont vu cela. William Jones avait juste écrit « Parti boire un verre ». Suite à cela, l'agent Wright et Corsi, accompagnés de quelques civils, sont partis à cheval à sa recherche. Ce crime a plongé la ville dans la tristesse et presque suspendu les activités commerciales. La sympathie envers les proches de l'enfant était grande et la colère du public contre le meurtrier si forte que beaucoup pensaient qu'il serait lynché s'il était trouvé avant la police. Le sergent détective Whitney, accompagné de l'agent Woods du poste de police de Kilmore, a effectué une nouvelle fouille des locaux du boucher. Il pensait que la tête de l'enfant avait été frappée avec un couperet de boucher, et après inspection, M. Doherty a déclaré qu'un de ses couperets manquait dans la boutique. Lorsqu'ils ont parlé à Albert Wilson, il leur a dit qu'il avait trouvé un couteau de boucher dans la chambre de William Jones. Mais à ce moment-là, il ne savait rien de la fillette disparue, ni d'un meurtre. Alors, il a rapporté le couteau à la boutique et l'a nettoyé vers 4 heures de l'après-midi. Le vendredi 29 décembre, une rumeur a circulé disant que le suspect avait été arrêté à Wyalong, et une grande foule s'est rassemblée à la gare, s'attendant à ce qu'il soit ramené par le train de 16h10. Cette rumeur s'est avérée fausse, mais la taille de la foule montrait à quel point la communauté était touchée et à quel point elle était déterminée, que le coupable devait être traduit en justice. Le samedi 30 décembre, un examen post-mortem a été réalisé par le docteur Morton. Il a confirmé que la cause du décès était la suffocation et la strangulation. Le lendemain, dimanche 31 décembre, une enquête a débuté devant Monsieur Morrison, coroner du district. L'enquête a révélé que Rita vivait chez ses grands-parents pour aller à l'école, car aucune n'était proche du domicile de ses parents. En Nouvelle-Galles du Sud, il a été révélé qu'elle avait déjà parlé au suspect lorsqu'elle s'était rendue à la boucherie avec sa cousine quelques jours plus tôt et qu'il lui avait demandé son nom. Une dame nommée Madame Clark se souvient avoir vu un homme allumer un feu derrière la boucherie le 26 décembre. Elle a dit que pendant un certain temps, il se déplaçait dans la cour et que ce n'était pas quelqu'un qu'elle avait déjà vu auparavant. La grand-mère de Rita, Madame Elizabeth Temple, a identifié le corps en larmes et a déclaré que les petits morceaux de vêtements appartenaient à sa petite fille. Elle a expliqué qu'autour de 11h30, le 26 décembre, elle avait donné quelques pièces à Rita et l'avait envoyé acheter des fruits. Elle a dit que c'était une simple course que Rita avait déjà faite de nombreuses fois auparavant, mais la petite fille n'est jamais rentrée à la maison. Sarah Brace, qui avait 12 ans, a déclaré à l'enquête qu'elle avait rencontré Rita près du magasin de Clayton juste avant midi, le 26 décembre, et ensemble, elles ont dépassé la boucherie Doherty, puis se sont dirigées vers le pont du ruisseau avant de se séparer. Sarah a dit qu'elle avait remarqué un homme sortant de la boucherie, vêtu d'un manteau bleu. Elle se souvenait qu'il avait parlé à quelqu'un, mais n'y a pas vraiment prêté attention, ni reconnu la personne. À ce stade, l'enquête a été ajournée afin de recueillir plus d'informations. Les funérailles de Rita Jones, âgée de 8 ans, ont eu lieu le lendemain et ont été très suivies. Les enfants de l'école du dimanche ont défilé en procession jusqu'au cimetière et le cercueil a été porté par 6 camarades de classe de Rita, tous vêtus de blanc. La cérémonie, menée par le révérend Campbell, fut solennelle et émouvante, de nombreux participants peinant à contenir leurs émotions, alors que les rumeurs sur William Jones persistaient. On disait qu'il avait auparavant travaillé dans une ferme appartenant à monsieur Arthur Mason à Prospect Hill, et on pensait qu'il venait du Queensland. Des rapports indiquent qu'il aurait été vu entre Beveridge et Craigieburn, mais ces observations restent non confirmées, et cette incertitude ne faisait qu'ajouter au malaise grandissant dans la région. William Jones a été arrêté le mercredi 3 janvier 1900 dans la ville de Kinton, à environ 40 miles de Bradford. Il a nié avoir tué la petite fille et a affirmé qu'après avoir lu dans le journal qu'il était soupçonné du crime. Il s'était rendu au poste de police ce matin-là pour laver son honneur. Selon lui, aucun agent n'était de service. Alors il est reparti et a ensuite été arrêté en ville alors qu'il tentait de trouver un agent de police. Il a été conduit au poste de police de Bradford sous forte escorte et présenté devant le coroner, monsieur Harold Morrison, qui a ordonné sa détention provisoire. Le 19 janvier, il a été ramené à Bradford. Lorsque l'enquête a repris, monsieur Gurner représentait l'accusation, tandis que monsieur Kelly assurait la défense. L'enquête a duré toute la journée et 33 témoins ont déposé. Dr Morton a affirmé avoir pratiqué l'autopsie et que la mort était, selon lui, due à une asphyxie. Le corps étant très décomposé et brûlé, il ne pouvait pas dire précisément comment cela s'était produit.
Il a également déclaré qu'il pensait qu'une agression avait eu lieu avant le meurtre. Thomas Arnold a aussi témoigné. Il a dit qu'il avait vu Monsieur Jones sortir de la boutique de Monsieur Doherty vers 12h30 l'après-midi du 26 décembre et qu'il avait l'air d'attendre quelqu'un. Arabella Clark, qui habitait de l'autre côté du ruisseau par rapport à chez le boucher, a déclaré que ce jour fatidique, elle avait vu un homme descendre vers le paddock et conduire un cheval vers l'hôtel vers 8h du matin. Elle a ajouté qu'autour de 13h30 ou 14h, elle avait vu le même homme près de la remise où se faisait la fonte. Et elle a remarqué que de la fumée sortait de la cheminée. Elle a dit qu'après, elle avait vu l'homme aller à l'hôtel puis revenir, et la fumée est réapparue dans la cheminée. Interrogée sur la tenue de l'homme, elle a indiqué qu'il portait des vêtements semblables à ceux de Monsieur Jones. Elle a précisé n'avoir jamais vu cet homme et qu'il était le seul aperçu derrière la boucherie ce jour-là. Une autre témoin était Rose Jones, une fillette de 10 ans, cousine de Rita. Elle se rappelle être allée à la boucherie de Doherty avec Rita le jeudi précédent Noël. Elle a déclaré à l'enquête que William Jones les avait servis et avait dit à Rita qu'elle était une gentille petite fille, puis lui avait souri. Emma Wright fut la suivante à témoigner. Elle a dit qu'elle avait vu un homme habillé comme Monsieur Jones près de chez elle le 26 décembre. Elle a dit qu'une calèche est passée et qu'un homme en est descendu en baissant les yeux. Elle a trouvé cela étrange et lui a demandé ce qu'il voulait, mais il s'est simplement éloigné, disant qu'il cherchait un cheval pour la défense. Monsieur Kelly a appelé plusieurs témoins. Parmi elles, Madame Helen Allen a déclaré le 25 décembre. Elle est partie entre 12h30 et 13h chercher ses enfants jouant dehors. Elle a dit que lorsqu'elle est passée devant la boucherie Doherty, elle a vu un jeune homme aux cheveux foncés regarder par la fenêtre. Elle a dit que lorsqu'il l'a vu, il a été surpris et a reculé. Interrogée sur la possibilité que l'homme soit William Jones, elle a affirmé avec certitude qu'il ne s'agissait pas de Monsieur Jones. Après les témoignages, le jury s'est retiré pour délibérer sur le verdict. Ils sont revenus après 3/4 d'heure, déclarant qu'ils croyaient que le prisonnier William Robert Jones était coupable du meurtre de Rita Jones. Il a ensuite été renvoyé en jugement aux sessions criminelles de Melbourne. Le procès s'est ouvert le lundi 19 février. Devant monsieur le juge Hodge, monsieur Finlayson représentait l'accusation et monsieur Branologlan représentait la défense. Interrogé sur son plaidoyer, William Jones a déclaré « Je ne suis pas coupable, monsieur ». L'accusation a fait appel à de nombreux témoins ayant déjà déposé lors de l'enquête du mois précédent. Ils ont présenté une chronologie précise des déplacements récents de l'enfant et la période probable du crime. Ils ont aussi souligné que William Jones avait quitté brusquement son travail et la ville juste après le meurtre de Rita Jones. Ils ont soutenu que ce geste, loin d'être une coïncidence, montrait clairement sa culpabilité. L'accusation a présenté des faits cohérents, mais la défense a souligné que beaucoup reposaient sur des suppositions plus que sur des preuves. Dans sa déclaration liminaire, M. Hologland a rappelé au jury la lourde responsabilité qui leur incombait de décider de la culpabilité ou de l'innocence du prévenu. Il leur a affirmé qu'il n'existait aucune preuve directe, tout étant uniquement indirecte et circonstancielle. Il leur a ensuite rappelé que ce type de preuve était le plus difficile à évaluer pour un jury, et qu'il exigeait une attention très particulière en regardant le jury. Monsieur Hologlan a dit qu'il devait d'abord réfléchir au comportement du prisonnier après avoir appris son accusation pour ce crime terrible, et rappelant à la cour le témoignage du sergent Beck, qui avait placé William Jones en garde à vue, Monsieur Hologlan a souligné que William Jones s'était comporté exactement comme l'aurait fait un homme innocent. Après avoir lu dans le journal qu'il était soupçonné de meurtre, il s'était rendu au poste de police, mais n'y trouva aucun agent. Il repartit, mais le sergent l'intercepta, demanda son nom et l'arrêta aussitôt. L'avocat de la défense a également souligné les libertés extraordinaires que la police avait prises en demandant aux témoins d'identifier le prévenu. Ils ont raconté comment M. Jones avait été placé dans une cellule. La police a ensuite informé les témoins qu'un homme, suspecté d'être le meurtrier, avait été arrêté. M. Jones a ensuite été conduit devant ses témoins potentiels afin qu'ils puissent se convaincre qu'il était l'homme qu'ils avaient vu le 26 décembre. Il a déclaré au jury que cette identification était très peu fiable et que toute l'affaire reposait uniquement sur des soupçons. Madame Helen Allen, qui avait témoigné lors de l'enquête, a de nouveau déclaré que l'homme qu'elle avait vu regarder par la fenêtre de la boucherie avait les cheveux foncés, une moustache
et paraissait nettement plus jeune que l'accusé, William Jones. Elle a déclaré à la cour qu'elle était certaine que M. Jones n'était pas l'homme qu'elle avait vu. Plusieurs bouchers de différentes régions du pays qui avaient auparavant employé William Jones ont également témoigné pour la défense. Ils ont expliqué qu'il avait l'habitude de quitter ses postes soudainement, surtout lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool. M. Blackett, l'analyste du gouvernement, fut le témoin suivant. Il a affirmé au tribunal avoir examiné les vêtements de M. Jones sans trouver de taches de sang ni marques compromettantes. Il a précisé avoir aussi examiné le couperet supposé utilisé lors de l'attaque. Et bien qu'il y ait trouvé des cheveux, il n'a pas pu déterminer s'ils étaient humains. William Jones a témoigné pour sa propre défense. Il a raconté ses déplacements le jour en question et dans les jours qui ont suivi. Il a déclaré que le matin du 26 décembre, il avait livré de la viande aux hôtels locaux avant de retourner à la boucherie. Il a dit être resté jusqu'à l'arrivée de son collègue, Alfred Wilson. Fixant le juge, il a expliqué avoir acheté du whisky. Puis, après le départ de M. Wilson, en avoir bu avant de monter dormir à l'étage, jusqu'à environ 10 heures. À son réveil, il a bu plus de whisky, puis est retourné à l'hôtel Keene où il avait livré de la viande ce matin. Il a déclaré qu'après cela, il était revenu à la boucherie et y a trouvé une porte arrière ouverte. Il a dit l'avoir refermée puis est retourné à l'hôtel Keene où il est resté jusqu'au crépuscule. Après avoir encore bu du whisky, il est finalement retourné à la boucherie, puis s'est couché. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait fait le lendemain, il a répondu qu'il ne se sentait pas bien le matin, alors il a rassemblé ses affaires et a quitté Bradford. Il a dit s'être arrêté dans plusieurs hôtels pour chercher du travail, sans succès, puis a trouvé un emploi dans une ferme. Il a dit que, pendant qu'il était là-bas, il a entendu parler du meurtre et a appris qu'il était lui-même suspecté. Il a dit qu'en apprenant cela, il s'est rendu au poste de police le lendemain matin dans l'intention de se livrer et de laver son nom. Il a affirmé qu'il ne savait rien du meurtre et ne se souvenait pas avoir vu la petite fille Rita Jones. Après les plaidoiries de l'accusation et de la défense devant le jury, le juge Hodges résuma l'affaire, puis le jury se retira à 15h20 pour délibérer. Ils sont revenus à 16h15 et ont demandé à aller sur les lieux du crime. Des dispositions ont été prises pour leur venue à Bradford le lendemain matin. Le jury est arrivé en train et a inspecté les locaux attenant à la boucherie où le meurtre avait eu lieu. 10 sont allés chez Madame Clark, tandis que 2 membres du jury ont vérifié à l'abri de fonte s'il était possible d'identifier quelqu'un à distance. Madame Clark avait déclaré devant le tribunal qu'elle était certaine que le 26 décembre, elle avait vu un homme derrière la boucherie portant les vêtements décrits comme appartenant à William Jones. À l'abri, les 2 hommes ont échangé leurs manteaux, puis l'un est allé à l'hôtel Broadfoot, et ceux qui étaient restés chez Madame Clark ont observé et se sont rendus compte qu'ils pouvaient facilement le reconnaître, ainsi que le manteau qu'il portait. Le jury a aussi examiné la vitrine de la boucherie où Madame Allen disait avoir vu un homme. Ils sont ensuite retournés à Melbourne et au tribunal pénal, où ils ont examiné les preuves. Plus tard, ils sont revenus annoncer au juge qu'ils avaient trouvé un verdict. Ils ont déclaré qu'ils jugèrent l'accusé, William Robert Jones, coupable de meurtre. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, M. Jones a regardé droit devant lui et a dit « Je suis innocent. C'est tout ce que j'ai à dire. » Monsieur le juge Hodges l'a alors condamné à mort. La sentence a été contestée en appel, mais sans nouvelle preuve, cet appel a été rejeté. Le lundi 26 mars 1900, William Robert Jones a été conduit à la potence. Et lorsqu'on lui a demandé s'il avait des derniers mots, il a répondu « Je pardonne à tout le monde. C'est tout ce que j'ai à dire. » Il a ensuite été pendu. Il a toujours affirmé qu'il était innocent du crime. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.